J'espère que maintenant vous voyez l'écran où est affiché la présentation de PowerPoint. Alors, s'il vous plaît, avant de continuer, donc j'aimerais bien savoir, est-ce que tout le monde me regarde? Est-ce que vous me voyez maintenant? Vous voyez l'écran affiché ou pas? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc, s'il vous plaît, si vous êtes là, essayez d'écrire un mot. On a pour savoir. Ok. Donc, donc s'il vous plaît, je vais commencer directement. Vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran de PowerPoint ou non? S'il vous plaît, répondez-moi. S'il vous plaît. Donc, je ne sais pas est-ce que vous m'écoutez ou non, mais je voudrais vraiment savoir est-ce que l'écran de PowerPoint s'affiche dans, ça veut dire dans vos smartphones au micro ou non? S'il vous plaît, pour continuer, parce que pour moi, tout va bien et j'espère que c'est pareil pour vous. S'il vous plaît. Très bien. Donc, j'ai une réponse positive de la part de Asma. Merci bien, Asma. Alors, donc juste pour revenir un petit peu en arrière, pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, on a parlé de la microbiologie de façon générale comme étant une science nouvelle, voilà, qui est caractérisée par son domaine d'étude, qui sont les micro-organismes, c'est-à-dire qui sont infiniment petits et qui partagent des caractéristiques très communes entre eux. Et parmi ces caractéristiques, c'est qu'ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, pour les mettre en évidence, pour les voir, il faut utiliser un moyen de grandissement de détail, comme par exemple les microscopes. Okay? Puis, on a un petit peu parlé de la diversité des micro-organismes. Donc, la microbiologie englobe énormément des êtres vivants qui sont partagés entre les domaines des prokaryotes et des eucaryotes. Okay? Puis on a parlé de la naissance de la microbiologie en tant que science, parce que auparavant les gens ne croyaient pas à la présence des micro-organismes tout d'abord, puis après leur mise en évidence, les gens ne pensaient pas que les micro-organismes sont aussi des êtres vivants qui sont capables d'assurer des fonctions et qui pourraient même, ça veut dire, entretenir des relations avec les êtres vivants supérieurs. Donc, puis on a parlé du rôle positif et du rôle négatif des micro-organismes. Donc, le rôle positif, principalement leur implication dans la production des aliments et leur rôle principal dans la fermentation de certains aliments, comme par exemple le lait ou bien le vinaigre. Aussi, on a évoqué aussi le rôle négatif attribué aux micro-organismes, qui est leur aptitude à, ça veut dire, à causer des maladies ou bien à nuire à la santé des autres êtres vivants, soit les plantes, soit les animaux, soit les humains. Après cela, on a un petit peu parlé de la nécessité de, ça veut dire, d'utiliser des techniques hygiéniques pour combattre les micro-organismes, surtout dans les milieux hospitaliers. Et on a mis en évidence, ça veut dire, le rôle principal dans la transmission des maladies. Et d'ailleurs, on a aussi, ça veut dire, évoqué, ça veut dire la découverte ou bien la recommandation qui a été faite par Hingis Lister, qui a pour la première fois a conseillé les gens à utiliser l'eau de javel comme moyen pour désinfecter, pour tuer les micro-organismes. Okay? Alors, puis on a parlé de la structure des micro-organismes. Donc, dans nos cours, nous avons beaucoup focalisé sur les bactéries, étant donné que nous sommes liés par un programme ministériel qui a donné beaucoup d'importance
aux bactéries. Donc, les bactéries, pourquoi sont très intéressantes? Parce que ce sont le groupe des micro-organismes où on trouve un grand nombre des individus qui sont responsables des maladies. Ok, c'est pour cette raison on a porté une attention particulière aux bactéries. Mais ça n'empêche pas que les autres micro-organismes, comme par exemple les virus, sont aussi responsables des maladies vraiment très graves, hein. C'est le cas des coronavirus actuellement qui fait des ravages et qui inquiète tout le monde. Alors, par rapport à la structure des micro-organismes, on a dit que la structure pourrait être abordée par la morphologie des micro-organismes et la morphologie des bactéries. Et lorsqu'on dit la morphologie des bactéries, il y a deux types de morphologie. Il y a ce qu'on appelle la morphologie macroscopique et la morphologie microscopique. Lorsqu'on dit la morphologie macroscopique, ça veut dire comment ces micro-organismes se présentent à l'œil nu. Ça veut dire dans le laboratoire, lorsqu'on cultive les micro-organismes, parce que c'est le seul moyen en humain pour étudier les micro-organismes avec des détails. Ça veut dire il faut les ramener au laboratoire, il faut les cultiver et les suivre et voir leur structure, leur mode de vie et leurs caractéristiques par rapport aux autres bactéries. Donc lorsqu'on dit l'étude macroscopique, c'est par rapport à la forme de la colonie des cellules bactériennes. La taille de ces colonies, la couleur de ces colonies et dans certains cas, le dur de la colonie et l'aspect de la colonie. Donc, ce sont toutes des caractéristiques nécessaires qui permettent de distinguer les bactéries. Et d'ailleurs, on a dit que c'est un aspect fondamental pour l'identification des bactéries. Et ça, c'est le rôle des microbiologistes. Quelqu'un qui est très familier avec le laboratoire pourrait facilement distinguer ou bien pourrait facilement connaître, bien identifier une bactérie de la part de son aspect macroscopique. Il prend la boîte de Petri, il examine la colonie, la forme de la colonie, alors il va se rappeler un petit peu les caractéristiques des bactéries, qui est inutile. Okay? Donc ça c'est par rapport à l'aspect macroscopique. Lorsqu'on dit l'aspect microscopique, donc ici on va en quelque sorte aller aux détails les plus fins des bactéries. Ça veut dire lorsqu'on parle de la colonie ou bien l'aspect macroscopique, ça ne concerne pas une bactérie, mais ça concerne un groupe de bactéries. Parce que c'est quoi la colonie? La colonie bactérienne, elle est originaire d'une unité bactérienne. Une seule bactérie qui s'est fixée sur la surface du milieu de culture et suite à son développement excessif, suite à la présence ça veut dire des nutriments nécessaires à la croissance de cette bactérie, la bactérie ça veut dire rentre dans des phases consécutives de division cellulaire pour constituer un groupe ou bien un amas de cellules bactériennes qui vont donner la forme d'une colonie bactérienne. Alors, si on veut étudier, ça veut dire la bactérie à l'échelle unitaire, donc il faut réaliser ce qu'on appelle un isolement. Il faut isoler une bactérie à partir de cette colonie-là. Ok? Donc, ça se fait par l'observation sous microscope optique. C'est pour ça qu'on dit l'étude microscopique, parce qu'on va les étudier, ou bien on va étudier cette structure sous microscope optique. Donc, avant de réaliser cette observation sur microscope optique, il faut préparer, ça veut dire la bactérie à cette observation. Et cette préparation commence par soit on prépare un examen à l'état frais, si on veut s'intéresser non seulement à la structure, bien à la forme de la cellule bactérienne, mais aussi à d'autres aspects liés à la physiologie de la cellule bactérienne. Ça, c'est l'avantage de l'examen à l'état frais. Donc, il permet de visualiser certaines fonctions physiologiques liées à la bactérie. Parmi ces fonctions-là, c'est la mobilité. Donc, la mobilité, on ne peut pas l'étudier
si la bactérie n'est pas vivante, si la bactérie n'est pas viable. C'est pour cette raison on privilège l'examen à l'état frais pour étudier tout ou bien un grand nombre de caractéristiques liées à la physiologie de la cellule bactérienne. Parce qu'il n'y a pas seulement la mobilité, il y a d'autres fonctions physiologiques qui pourraient être élucidées par l'examen à l'état frais. C'est le cas par exemple de la production de, ça veut dire ce qu'on appelle l'hydroxyde d'oxygène, ou bien le catalase. Donc, c'est un examen très particulier permet de distinguer les bactéries. On peut le faire soit à l'œil nu, soit à l'échelle microscopique. Ok. Donc, si la bactérie arrive à produire le catalase, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va dégrader l'eau en présence de l'oxygène en H2O2 avec un dégagement de bulles d'air. Okay? Ça, c'est un autre aspect lié à la physiologie de la cellule bactérienne. Alors, à part l'examen à l'état frais, on a aussi un autre examen qui est appelé l'examen après coloration ou bien après fixation. Et pour le faire, il faut réaliser ce qu'on appelle un frottis. C'est quoi un frottis? C'est le fait de prélever une petite portion de la colonie bactérienne, de la mettre et de la suspendre sur une lame et sécher cette lame, puis fixer cette préparation, soit en utilisant un solvant organique, un fixateur organique, soit en utilisant la chaleur. Donc cet examen va sûrement tuer la cellule bactérienne. Et donc on va un petit peu, on va perdre cet aspect vital de la cellule bactérienne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la forme de la cellule bactérienne et c'est le comportement de la cellule bactérienne et leur réponse aux différents traitements de coloration qui vont être utilisés plus tard. Okay? C'est le cas de la coloration de Gram dont on a parlé la dernière fois. On a dit que cet examen permet de distinguer deux groupes de cellules bactériennes selon leur réponse, mais selon leur comportement à quoi? À la coloration de Gram. En outre, cet examen permet de voir d'une manière très claire la morphologie de la cellule bactérienne. S'il s'agit d'une bactérie, ça veut dire sphérique, ou une bactérie sous forme bâtonnée, ou bien filamenteuse, ou autre. Il permet aussi d'étudier ce qu'on appelle le mode d'association de la cellule bactérienne. Est-ce que ces bactéries se trouvent, ça veut dire individualisées, donc séparées les uns des autres, ou bien ils forment des amas typiques, ou bien ils forment des chaînes, ou bien ils forment des diplos, ils sont en deux, soit diplobacilles, soit diplocoques. Vous voyez là. Donc toutes ces informations pourraient être tirées à partir d'un examen microscopique. Donc je vais m'arrêter là pour prendre vos questions. Ok? Voilà. Donc, s'il vous plaît, je vais m'arrêter un instant pour prendre vos questions, ok? Voilà. Dis-moi, s'il vous plaît, votre réaction par rapport à ce qu'on a fait. Alors, je vois qu'il y a des gens qui réclament, bien qui protestent par rapport à la qualité. Ben, je sais pas. Donc, la qualité probablement est liée au début de la connexion. Mais je vais essayer quand même de revoir ça. Mhm. Voilà, donc s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que tout va bien? Alors, s'il vous plaît,
Maintenant, je vais vous donner, ça veut dire un laps de temps pour poser vos questions. Ok? Donc, si jamais vous avez raté quelque chose qui n'était pas trop clair pour vous, donc vous pouvez maintenant me poser la question et moi je vais faire la clarification. Ok? Alors, s'il vous plaît, can you repeat please? Qu'est-ce que je dois répéter? Ok? Alors, s'il vous plaît, posez les questions. دونك هاد الحصه الاولى يعني حنديروها تجربه ونشوفوا الاخطاء والمشاكل التقنيه باش نعاودوا يعني نصحوها فيما بعد مي ما يهمني حتى ولو كان بعض الامور يعني مرت عليكم مش واضحه معليش طرحوا الاسئله ونعاودوا نشرحوها باسهاب. نعم. يلا انتظروا الاسئله. وينكم بالنسبه للصوره هذا c'est-à-dire le cours vous l'avez déjà. OK, vous l'avez déjà le cours, donc vous pouvez suivre avec moi. انا هتفتح الفيشي عندك وتتبع معايا. OK. Alors, j'ai une question ici. أستاذ هل جميع أنواع البكتيريا تقبل تلوين البارو؟ Alors, donc on a dit que sa technique de coloration de Gram a été proposée pour la première fois par Christian Gram en 1800, je pense, 87. C'est un Hollandais. Et par cette technique-là, il a vu que les micro-organismes se comportent ou bien répondent d'une façon différente aux différents colorants utilisés. Ok? Donc, la coloration de Gram, donc nous allons voir la coloration de Gram. Ok? On verra ensemble les différentes étapes de la coloration de Gram et comme ça, on pourra, ça veut dire détailler dans chaque étape. Ok? Alors, donc tout d'abord, pour la coloration de Gram, il faut commencer par préparer un frottis. On dit la fixation, ok? On prépare un frottis. C'est quoi un frottis? واش هي le frottis? معناها si le fait انك تجيب les bactéries من المصدر نتاعهم à partir d'une colonie bien sûr. Parce que la coloration de Gram لازم on le fait à partir d'une culture pure. ماشي عندي une boîte فيها 20 bactéries وانا ندير la coloration de Gram. Non. Je dois tout d'abord isoler ma souche bactérienne à partir de ce mélange bactérien et je le mets, bien je le transmettre, cette bactérie, je le transmets dans une autre boîte de pétri et j'incube cette boîte pétrée pendant une nuit et le lendemain نشوف les colonies تاوعي يكونوا pures يكونوا وحدهم. OK? Ça veut dire j'ai isolé la bactérie à partir du mélange. بعدها je fais la coloration de Gram. Comment je fais la coloration de Gram? Je commence par préparer ce qu'on appelle un frottis. Comment on prépare un frottis? On prélève ننزع شوية من une colonie. Donc on prélève une petite portion de la colonie, un petit bout, ok? Il faut juste toucher la colonie. Il ne faut pas prendre une grande portion. Si on prend une grande quantité des cellules bactériennes, on risque vraiment d'abîmer la coloration de Gram. La coloration de Gram, هنشوفوا une couche وهذيك la couche تكون dense تكون يعني عاتمة وما تخليش الضوء يمر عبر ça veut dire la langue وبالتالي l'observation ما تكونش nette. Et les informations qu'on voudrait avoir, ça veut dire il serait impossible de les avoir par cette technique-là. Donc c'est pour cette raison, il faut prendre seulement un petit bout. La colonie. Donc c'est très intéressant, ok? Donc
on prélève une portion de la colonie bactérienne ونحطوها dans le centre d'une lame, une propre lame. تكون عندنا صفيحة نظيفة دونك نديرو فيها une goutte d'eau au centre ونحطو في le goutte d'eau هذيك نحطو فيها la colonie prélevée. Donc on suspend la colonie prélevée dans la goutte d'eau. OK? Alors donc, on suspend cette portion de la colonie dans une goutte d'eau. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On spread, ça veut dire on étale cette goutte sur tout le centre de la lame. معناها هذيك القطره نتاع اللي فيها لا كولوني نزيدو نسحبوها يمينا ويسارا باش تشغل لينا مساحه معينه من لا لام. اوكي pourquoi on fait ça? Ça veut dire pour disperser les colonies bactériennes, pour disperser les bactéries, parce que قلنا ان لي بكتيري يكونوا على شكل مستعمرات ويكونوا يعني يكونوا كوندونسي entre eux, يكونوا denses. اوكي يكونوا ça veut dire chevauchés. Ils font un amas. Maintenant, il faut les disperser. لازم نبعثروهم. Comment? En faisant cette couche mate. يعني واش نديرو؟ نمسحوا هذيك لا غوت نمسحوها في وسط لا لام وبالتالي يتشكل عندنا une couche mate. واش معناها مات؟ تكون شهبة. اوكي؟ Ça c'est la préparation du frottis. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On laisse cette couche se sécher à l'air libre. نخلو هاد la couche تيبس سواء بالهواء ولا on la plonge dans une flamme. Bien on prélève ou bien on prend la lame et on la plonge dans la flamme. OK? La flamme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ça veut dire elle va chauffer la lame ou la lame qui chauffe يروح منها الماء. En même temps, les colonies bactériennes ou bien les bactéries vont être fixées sur la lame. علاش نديرو la fixation? L'étape de la fixation, elle est très intéressante. Pourquoi? Pour ne pas perdre les bactéries au cours de la coloration. لماذا نديرو لا فيكساسيون؟ تو دابور باش لي بكتيري ما يتفقدوش لينا اثناء عمليه التلوين، لانه اثناء عمليه التلوين واش حنديرو؟ حنغسلوا العينه عده مرات ونديروا فيها مجموعه من الملونات، وبالتالي لو كان ما تكونش لا بكتيري بيان فيكسي بيان كولي سيغ لا لام ال ريسك d'être معناها d'être raciné ou bien d'être lessivé par l'eau ou bien par le colorant. C'est pour cette raison on fait la fixation. Ou la fixation a d'autres objectifs, bien sûr. Par exemple pour tuer la cellule bactérienne, pour garder la morphologie de la cellule bactérienne, pour aussi en quelque sorte pour piéger les protéines, ok, pour garder l'aspect typique de la cellule bactérienne. Okay. Et pour désactiver les enzymes, okay, qu'il y a des enzymes hydrolytiques qui peuvent يأثروا على la cellule bactérienne. Donc, on a dit la fixation pour les tuer. Okay. Donc, après la fixation, notre bactérie, elle est prête pour la coloration. Et il nous amène la coloration, soit la coloration de gramme ou autre type de coloration. Okay. Ou أي تقنية تاع la coloration doit commencer par la préparation du frottis. Okay. Donc, voilà, on a toujours le problème de sang. Je sais pas. بالنسبة نعود للسؤال الزميل اللي قال هل كل أنواع البكتيريا تقبل تلوين كولاسيون دو غرام؟ دونك هما عندنا دو جروب نتاع لي بكتيريا. اوكي كاين لي بكتيري غرام بوزيتيف وكاين لي بكتيري غرام نيجاتيف. لوسكو ندي غرام بوزيتيف غرام نيجاتيف دوك انا شرحناها معناتها اللون اللي نستخدموه في بداية لا كولاسيون دو غرام وفي نهاية لا كولاسيون دو غرام هو نفسه. معناه هنا نقولوا لا بكتيري غرام بوزيتيف، بصح لا بكتيري غرام نيجاتيف هي اللي تفقد اللون الأولي اللي نبداو به وتاخذ لون آخر في نهاية
تقنيه التلوين نتاع جرام. عليها نسموها بكتيري جرام نيجاتيف، معناها elle a perdu le premier colorant, ok, le premier colorant utilisé pendant cette coloration. Alors, وكاين d'autres types de bactéries معناها dans la coloration de Gram n'apporte pas des informations parce que la composition de la paroi de ces bactéries, elle est différente. Ok, donc on a par exemple les mycoplasma. Les mycoplasma هادو ما عندهمش une paroi وبالتالي la coloration de Gram ما عندها حتى معنى. Ok, on a par exemple les mycobactéries. Les mycobactéries عندهم un composé très spécifique, un polymère très spécifique dans leur paroi et qui leur empêche, bien qui empêche la pénétration des solvants, des colorants à l'intérieur de la cellule. وبالتالي la technique de coloration de Gram ما تصلحش معاه. Ok, وكاين d'autres types de bactéries, ce qu'on appelle les archaïa ou bien les archaïobactéries. هادو la composition de la paroi نتاعهم elle est vraiment très différente des eubactéries. معناها ils ne possèdent pas d'épibdiglocan وبالتالي ils n'ont aucune affinité pour la coloration de Gram. Donc ça c'est par rapport à la question. Pour la deuxième question, كل البكتيريا يكونوا أبوار. Donc c'est une question vraiment très anticipée معناها سبق الأحداث. ونقولوا أن pas toutes les bactéries sont capables à produire les spores. Okay? Les bactéries qui produisent les spores, sont les bactéries sporulées, ok, qui sont très rares. Sont très rares, les bactéries sporulées. Donc, on a deux groupes très connus, qu'on appelle les Clostridium et les Bacilli. Ces deux sont capables à produire les spores, ok. Ou les autres bactéries, ما عندهمش القدرة أنهم يكونوا les spores. Lorsqu'on dit une bactérie sporulée, une bactérie non sporulée, la bactérie sporulée a une certaine résistance par rapport aux conditions du milieu environnant. Okay? Alors, si les conditions deviennent défavorables pour la croissance de cette bactérie, donc la bactérie, au lieu de mourir, au lieu, ça veut dire de subir les conséquences négatives de le milieu, va se transmettre, ou bien va être changé va passer à une autre forme, la forme sporulée. La forme végétative, elle va shifter vers la forme sporulée, qui est une forme de résistance. Okay? Et la formation de spores passe par différentes étapes. Donc on verra ça au cours des spores. Okay? Alors, est-ce qu'on continue ou bien on s'arrête? On s'arrête pour passer à autre chose, ok? Si vous n'avez pas de questions par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut continuer, ok? C'est déjà 28 minutes, ok? 28 minutes. S'il vous plaît, les gens qui me suivent, s'il vous plaît, dis-moi combien de personnes sont en train de regarder le cours avec vous? Combien? S'il vous plaît, j'utilisation les statistiques. Combien de personnes sont en train de regarder ce cours en direct? Parce que on a dit les statistiques. Moumarid Saada. Donc, réponds-moi s'il vous plaît. Combien de personnes sont en train de voir le cours? Allez-y, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, réponds-moi. 21. C'est peu, hein? C'est vraiment très peu. Okay? Donc, on continue. Pour la question de Harrouz Mohamed, donc on le verra plus tard, ok? Donc, regardez votre question, voilà, à la fin, Inch'Allah, ok?
Est-ce que vous voulez un rappel par rapport aux différentes étapes de la coloration de grammes ou bien on passe à autre chose? Dis-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien un petit rappel par rapport à la technique de la coloration de grammes ou bien on passe à autre chose؟ هل تريدون يعني انه نعاودوا نذكروا بمراحل تاع لا كولاسيون دو غرام ولا يعني on passe à autre chose, c'est-à-dire on progresse, on fait une progression. Donc s'il vous plaît, j'attends votre réponse s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien qu'on fait un petit rappel par rapport à la coloration d'ogrammes, les différentes techniques, bien les différentes étapes de la coloration d'ogrammes, ou bien on passe à autre chose. Ok? Allez-y. Donc j'attends vos réponses s'il vous plaît. Ok, donc on répète. Voilà. La coloration de grammes, il faut savoir qu'il y a différentes variétés de coloration de grammes. عندنا بزاف الانواع نتاع la variété de coloration de grammes. Ok. Alors la première étape, c'est l'étape de la coloration. S'il vous plaît. Ok. C'est la coloration. Avant ça, il faut préparer un frutti. لازم تكون عندنا un frutti. Une fois le fruit préparé, on commence la coloration de grammes. La première étape, c'est quoi? On colore, ou bien on colore les lames, ou bien les fruits, à l'aide d'un colorant qui s'appelle le violet de gentiane. Donc, نبداو التلوين نبداو نلونو كاع لي لام نلونوهم بملون يسمى le violet de gentiane. OK? Alors, le violet de gentiane, c'est un colorant très puissant qui va pénétrer à l'intérieur du cytoplasme de toutes les bactéries qu'il va les colorer en violet. Donc, pendant cette étape, toutes les bactéries seront colorées en violet. Toutes les bactéries vont prendre la coloration violette. Tout, sans distinction, les grammes positifs et les grammes négatifs. C'est clair? C'est pour cette raison il faut faire il faut passer à l'autre étape, ok? Pour faire la distinction. Avant cela, dans toutes les techniques de coloration, que ce soit, il faut toujours respecter ce qu'on appelle le temps de contact, ou bien le temps de réaction, ou bien de coloration, ok? Par rapport au violet de gentiane, il faut s'attendre pendant 1 minute, ok? C'est le temps nécessaire pour que le violet de gentiane arrive au centre du cytoplasme des bactéries. C'est clair? Après cela, on passe aux deuxième étape, qui est l'étape, ce qu'on appelle l'étape de mordant-sage, ok? Ou bien l'étape, ça veut dire, on va renforcer la fixation du violet de gentiane sur le cytoplasme. Le ligol, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va aider le violet de gentiane à se fixer au niveau du cytoplasme de la cellule bactérienne. Maintenant, il va renforcer, il va pas laisser le colorant sortir de la cellule bactérienne. Ok? Donc, le ligol, c'est un fixateur, c'est un mordant, donc qui va former un complexe avec le violet de gentiane, et comme ça, il va renforcer sa coloration et sa fixation. Ok? Donc, le ligol m'indouche vraiment un color très distinctif. C'est pour cette raison, les bactéries, pendant cette étape-là, vont apparaître toutes colorées en violet. Ok? Toujours. Même après l'utilisation de ligol. Le ligol, on le laisse agir pendant 20 secondes. Ok? Pendant 20 secondes. Des fois, il est recommandé de refaire cette étape 2 fois.
vous faites le légol, تخليه دقيقة, من بعد تعاود ajouter une fois encore du légol, ok? Selon les variétés de techniques de classodogrammes, il faut laver les lames pendant cette étape-là, ou qu'il y a d'autres qui disent non, il faut pas, c'est pas nécessaire de laver les lamelles après l'utilisation du Lego. Okay? Après cela, on passe à l'étape critique et principale de la coloration de grammes, qui est ce qu'on appelle l'étape de la décoloration par l'éthanol. Okay? Donc l'éthanol, c'est un solvant très puissant, il est très hydrophobe. Lorsqu'on dit un solvant hydrophobe, ça veut dire qu'il est capable à traverser, à pénétrer les structures lipidiques. Maintenant, il passe facilement à travers les membranes lipidiques. Il arrive au centre du cytoplasme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le colorant déjà qui occupe le cytoplasme, le violet de Joncien. Donc, pendant cette étape-là, si la bactérie a suffisamment de lipides, كان la bactérie يكون عندها بزاف الليبيدات, donc هذا يسمح لها انها تدخل l'éthanol لداخل, وبالتالي l'éthanol ينزع le colorant qui existe au niveau cellulaire, où la bactérie sera totalement décolorée, tu es transparente, parce que l'éthanol يغسل le colorant, le violet de Joncien. C'est clair? Ça, c'est l'étape de la décoloration. Il est là que la bactérie, si la bactérie n'a pas suffisamment de lipides, on n'arrive pas à laisser passer l'éthanol. L'éthanol n'accède pas au milieu cellulaire. La bactérie va garder sa coloration initiale, le violet de Joncien. Donc, c'est l'étape critique de la coloration de grammes. Je dis critique parce que ça veut dire d'une manière conforme au protocole de coloration de grammes, on risque de faire une confusion entre les bactéries gram positifs et gram négatifs. Il faut respecter le temps de contact. Le temps de contact, c'est 10 secondes. Seulement 10 secondes. On incline la lame et on verse l'éthanol sur la surface de la lame et on laisse coller l'éthanol. Okay? Après cela, on fait un lavage abondant à l'eau. Okay? Pour ne pas laisser de traces d'éthanol. Si vous prolongez le traitement par l'éthanol à 20 secondes ou à 30 secondes, même les bactéries qui n'ont pas assez de lipides vont pouvoir laisser pénétrer l'éthanol, même eux vont être décolorés. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas dépasser les 10 secondes. Donc c'est très intéressant, c'est très ancien pour la réussite de la coloration de grammes. Alors, pendant cette étape-là, on voit que les bactéries vont avoir deux couleurs différentes. Okay? Les bactéries gram négatives se retrouvent transparentes, parce que eux, ils ont une richesse, ils sont très riches en lipides. Leur membrane, ou bien leur structure est très riche en lipides, ce qui va permettre la pénétration de l'éthanol. Ok? Et les bactéries vont perdre le colorant initial, le violet du Joncien. Alors que les bactéries gram positives, à ce moment-là, restent ou bien gardent leur coloration initiale, le violet. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas assez de lipides qui va leur permettre une pénétration de l'éthanol au et une décoloration. C'est pour cette raison ils vont rester colorés en violet. Ils vont en violet. Ok? Ça c'est la troisième étape qui est l'étape de la décoloration par l'éthanol. Ok? Après cela, on passe à l'étape finale qui est l'étape de la recoloration. Pourquoi on a recours, bien on fait recours à cette étape-là? Parce que les bactéries non colorées ou bien transparentes, mais nous ce microscope optique. Ok?
Alors que les violets, ils bannent violets. Pour donner deux colorants, bien deux couleurs différentes aux bactéries, qu'est-ce qu'on va faire? On va recolorer toutes les bactéries. Maintenant, les bactéries qui sont transparentes vont être recolorées en tricolore, alors que les bactéries déjà colorées en violet vont rester colorées en violet. Ok. Pour cette fin, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle la fichine. La fichine, c'est un colorant rose. Obitali, il va colorer les bactéries gram négatives en rose. Alors que les bactéries gram positives, mais parce que déjà, leur cytoplasme est occupé par un autre colorant. Le colorant précédent, le violet du gentiane. C'est pour cette raison, ils vont rester violets. Et à la fin, on lave les lames et on les laisse sécher. On utilise on met une goutte d'huile à immersion dans le centre de la lame et on passe à l'observation ce microscope optique au grossissement x100 à l'immersion. Qu'est-ce qu'on verra? On verra deux types de bactéries. Ceux qui sont colorés, bien celles qui sont colorées en rose, les grammes négatives, parce que c'est négatif, parce que bdina bihom coloré violet ou فقدوا violet ou là تلونوا بلون آخر اللي هو الغاز. OK. Et les autres les grammes positifs حافظوا على le colorant initial نتاعهم اللي هو le violet même à la fin de la coloration. OK. Donc j'espère que je vous ai répondu. OK. Alors s'il vous plaît, on a achevé la collation de grammes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, s'il vous plaît, j'attends vos questions par rapport à la collation de grammes. Alors, s'il vous plaît, si vous avez une question bien précise par rapport à la collation de grammes, une étape, l'image par exemple, vous pouvez nous le dire. OK? Alors, Mohamed Kamal, bien avant ça, Harrouz, il dit que أستاذ إذا كانت البكتيريا ميتة هل تقبل تلوين جرام؟ Donc, s'il vous plaît, on a dit que la collation de grammes نبداوها avec une bactérie fixée. معناها كي نقولوا bactérie fixée à partir du frottis. Où le frottis consiste à tirer les bactéries. OK? علاش نتي les bactéries? On tire les bactéries pour pouvoir les fixer sur la lame. Tout simplement. OK? وباش تبقى محافظه على لا كونفيغوراسيون نتاعها، بقات محافظه على الشكل نتاعها، وباش الانزيمات نتاعها للداخل ما تاثرش فيها. Donc toujours on commence la collation des grammes à partir des colonies bactériennes tuées, ou bien des bactéries qui sont tuées, qui sont désactivées par le fixateur, ou bien par l'étape de la fixation. اللي هي نعرضوها la chaleur, نعرضوها la flamme. OK? Mohamed Kamal, donc l'étape avant l'observation sous microscope. OK. Donc, à la fin de la collation de grammes, après l'utilisation de la recollation par la fichine, donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut laver. La fichine agir pendant 1 minute. OK. هذاك الوقت نتاع 1 minute, c'est le temps nécessaire pour que la fichine pénètre à travers toutes les barrières cellulaires. Faut pas oublier que les bactéries ont la paroi qui est très rigide, qui est très épaisse, ou la membrane interne. Donc les bactéries gram négatives ont la membrane externe. Donc le moulouin لازم له traverser les barrières pour pouvoir arriver finalement au centre du cytoplasme.
C'est pour cette raison que pendant 1 minute, il agit sur le temps d'action du colorant. Ok? Donc, après cela, on lave les lames. On lave les lames. Ok? On va se sécher. Après le lavage, ou bien après le rinçage à l'eau droïbinée, ou bien à l'eau distillée, on laisse les lames se sécher. Ok? Après cela, qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer au microscope. Mais cette fois-ci, on aimerait bien avoir une observation très nette et très éclairée. Donc, on va augmenter le grossissement. Quel type de grossissement? Au lieu d'utiliser le grossissement x40 ou la x60, on va utiliser le grossissement x100. Pour le grossissement x100, il y a ce qu'on appelle l'immersion. C'est quoi l'immersion? C'est le fait d'ajouter une goutte d'huile à immersion au centre de la lame. نزيدوا قطره نتاع الزيت نحطوها في لو سونتر دو لا لام وهذيك لوبجيكتيف نتاع الميكروسكوب اوبتيك لازم لها elle doit être معناها doit être immergée dans cette goutte d'huile à immersion. OK? معناها il faut pas qu'il y ait un espace vide entre l'objectif et la lame. Avec le vide doit être remplacé par l'huile à immersion. Pourquoi on utilise l'huile à immersion? Parce que l'huile a un pouvoir de réflexion de la lumière plus élevé que l'air, bien que l'eau. Au final, il va former une image très nette et très claire de l'observation microscopique. Donc, quel est l'avantage de la coloration de grains? Donc l'avantage, c'est énorme. Tout d'abord, elle permet de distinguer les bactéries. Elle va nous tracer une piste pour identifier la cible bactérie. Donc imaginez qu'on a un مرض qui a une intoxication alimentaire, par exemple, un تسمم غذائي, ou bien نشوفوا نوع نتاع البكتيريا. Donc la technique la plus simple et la plus facile, c'est de faire la collation de grammes. بعد la collation de grammes, نعرفوا هاد la bactérie est-ce que gram positif ou gram négatif. نحوسوا في les grammes positifs وشي هما اللي يشبهوا la bactérie وفي les grammes négatifs اللي يشبهوا هذه bactéries. OK? Donc la technique de coloration des grammes, c'est une étape indispensable pour l'identification des cellules bactériennes. L'identification pas seulement en matière de grammes positifs ou grammes négatifs, mais aussi en matière de la morphologie et le mode d'association. Beaucoup de bactéries sont très facilement reconnaissables à travers leur morphologie. Donc, ce qui va faciliter leur identification. OK? Encore, si vous avez d'autres questions, ils sont les bienvenus, s'il vous plaît. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît, dites-le à moi pour passer à autre chose. Parce qu'il nous reste une partie, ok? Toujours dans la parole, ok? Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous voyez actuellement? La présentation PowerPoint ou quoi? PowerPoint, c'est ça. Vous êtes en train de voir le PowerPoint, c'est ça. Allez-y, répondez-moi vite. Et dis-moi, combien de personnes sont en train de voir, bien de regarder? Allez vite, s'il vous plaît. Combien de personnes sont en train de voir? Très bien. Combien de personnes sont en train de voir? Toujours 21. Très bien. Donc, personne n'a le droit de quitter le live qui m'écoute. OK? Donc, restez connectés. OK? Alors, vous voyez le tableau. Très bien. Merci beaucoup.
Alors, donc c'est bien de faire le live parce que si j'enregistre seulement les vidéos, je vois dans les vidéos comme ça, donc ça sera un petit peu sombre et rigide. Mais en termes de une interactivité. Et cette interactivité, c'est l'essentiel. Parce que مفتاح العلم هو السؤال. لما لا غير comme ça, je vous balade des informations comme ça, donc ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de vérifier la conformité des idées que vous avez et de vérifier ce qu'on appelle la solidité de vos idées. Est-ce qu'elles sont bien fondées ou non? Et ça ne peut pas se faire avec une vidéo qui est lancée comme ça. Ou bien, je peux même enregistrer, je peux enregistrer une vidéo comme ça et je le mets sur ma chaîne YouTube. Et après cela, je prends des questions et je réponds aux questions. Même ça, c'est une méthode très intéressante. Okay? Très bien. Asma a dit que tout est clair. Très bien. Donc, on peut passer à autre chose. Faites attention, Asma, parce que clair, c'est écrit en anglais ici. OK? Il faut clair. Il faut dire clair. Clair. Donc, alors, on passe à la prochain point, ok, qui est l'effet de lysosyme sur la paroi bactérienne, ok. Où sont les lysosymes? Les lysosymes, ce sont des enzymes. Donc généralement, on les trouve dans les larmes. Et c'est un moyen de défense contre les agents externes. Donc les lysosymes, ils ont une activité lytique très importante. Ils permettent de dégrader surtout les structures de nature saccharidique. Un pouvoir hydrolytique très forte. Un pouvoir de lyse très fort. Ok? Les lysosymes, on peut les trouver aussi dans les œufs. Même dans les œufs, on peut trouver des lysosymes. Et actuellement, les lysosymes sont disponibles sur le marché et sont utilisés dans de nombreux protocoles microbiologiques. Okay? Alors, parce que les lysosymes ont la capacité à dégrader la paroi bactérienne. Ils ont cette aptitude à dégrader ce qu'on appelle le peptide de glucane. On a parlé de glucane. Le glucane, c'est quoi? C'est un polymère mycopeptidique. Okay? C'est un polymère qui est très riche en sucre et très riche aussi en polypeptides. Parce qu'il y a beaucoup d'acides aminés, il y a beaucoup de chaînes d'acides aminés au niveau du peptide de glucane. Okay? Donc, ce peptide de glucane-là, vraiment, il est très rigide. Il constitue principalement d'un enchaînement de deux polymères, bien de deux sucres inhabituels, les HUMA, un NAG et NAM, un acétylglucosamine et acide anacétylmyramique. Okay? Alors, ce sont des glucoses modifiées. Comme on a dit, le NAG, c'est quoi? C'est du glucose qui est modifié au niveau de son deuxième carbone, comment par un acide aminé secondaire. Voilà. Alors que le NAM, c'est quoi? Le NAM, c'est un NAG qui est modifié au niveau, je pense, de son troisième carbone. Par quoi? Par l'acide lactique. Okay? Par l'acide lactique. Okay? Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait le lysosyme? Le lysosyme, qu'est-ce qu'il fait? Elle va dégrader les liaisons bêta 1,4 ou bien alpha 1,4. Donc, j'ai oublié. Liaison alpha. Les liaisons bêta ou alpha. Liaison bêta 1,4 glycosidique qui lie l'anacétylglycosamine avec le acide anacétylmyramique. Donc, elle va dégrader ce polymère. Ce qui va permettre au bêta-glucane d'être dissous, ce qui va exposer la cellule bactérienne aux différentes conditions du milieu extérieur. Ça veut dire que l'effet protectrice de la paroi va être perdu. Donc, comment les lysosymes vont dégrader le bêta-glucane? Le bêta-glucane va être détaché, ou la bactérie va perdre sa paroi. Donc,
Donc la bactérie devient nue, devient sans paroi bactérienne. Ça, c'est le rôle du lysozyme. Donc le lysozyme n'agisse pas comme ça simplement, mais bien sûr dans des conditions bien particulières. Ok? Donc, pourquoi on a fait ça? Pour montrer que le pulpe de glucane est de nature polysaccharidique. Ok? Ça veut dire que, étant donné que le lysozyme agit seulement au niveau du liaison qui lie les sucres entre eux, donc ça preuve que quoi? Que le pulpe de glucane est d'origine polysaccharidique. Ok? Alors, par rapport aux bactéries gram positives et gram négatives, donc on a vu que les lysozymes n'ont pas le même effet chez les bactéries gram positives et chez les bactéries gram négatives. Mais ils n'ont le même effet. علاش ما عندوش le même effet? Parce que la paroi entre les gram positifs, elle est différente de la paroi des bactéries gram négatives. Et ça explique d'ailleurs le comportement de ces bactériennes par rapport aux différentes colorants, ou bien différentes réactives utilisées lors de la coloration de gram. Okay? Donc, par rapport aux bactéries gram positives, on constate qu'il y ait une destruction totale de peptides de glucane. Là, je pense que c'est la paroi bactérienne qui limite la cellule bactérienne de l'extérieur seulement. La bactérie, lorsqu'il perd le peptide de glucane, elle se retrouve sans paroi. Okay? Alors que les bactéries gram négatives, on a constaté qu'il n'y a pas une destruction totale de glucane, mais qu'il y a simplement une fragmentation de glucane. Ça veut dire qu'elle va être coupée seulement. Elle ne va pas être dégradée complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a une structure supplémentaire dans la paroi de la cellule bactérienne gram négative qui a empêché l'action complète de lysozyme sur le peptide de glucane. Qui est cette couche-là? Quelle est cette couche-là? C'est ce qu'on appelle la membrane externe. Donc, les bactéries gram négatives sont caractérisées par la présence d'une couche supplémentaire située à l'extérieur de la cellule bactérienne qui couvre le pulpe du glucane. Donc, avec la paroi, on a une couche supplémentaire qui est une couche constituée d'une membrane phospholipidique externe. Et c'est cette membrane-là qui n'a pas laissé le lysozyme agir simplement, comme était le cas chez les bactéries gram positives. C'est pour cette raison, à la fin, on obtient un pulpe de glucane qui est fragmenté. Fragmenté, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ce point, j'espère que ce point est clair pour vous. Ok? Alors, c'est quoi le NAG? Et NAG, c'est N-acétylglycosamine. Et le NAM, c'est quoi? Acide N-acétylméramique. Ce sont deux sucres qui sont les composants majoritaires de pulpe de glucane. Où est le pulpe de glucane? Vous pouvez revenir au cours passé. Vous voyez que le pulpe de glucane est constitué d'un enchaînement. C'est un enchaînement alterné d'N-acétylglycosamine et N-acétylméramique qui sont entreliés entre eux par une chaîne tétrapeptidique, okay, et par un pan peptidique aussi. Donc vous pouvez revoir ça, okay, dans les cours passés. Okay. Alors, ici s'il vous plaît, parce que là je vais vous montrer l'effet du lysozyme. Qu'est-ce qu'on obtient à part l'effet sur le pulpe de glucane, il y a aussi un autre effet du lysozyme. Okay? Donc, les lysozymes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer la cellule bactérienne en ce qu'on appelle en spiroblast ou bien en spiroplaste. Donc, on verra ça. Alors, donc, si on fait une expérience sur une bactérie gram positive et une autre gram négative, on voit que
la cellule bactérienne va prendre deux formes différentes selon le type de la paroi de la cellule bactérienne. S'agit-il d'une bactérie gram positive ou gram négatif? Pour les grammes positifs et dans un milieu hypotonique. Lorsqu'on dit un milieu hypotonique, ça veut dire quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'expérience? Ça veut dire on va exposer les cellules bactériennes à l'effet ou bien à l'action de l'usosine, puis on met les cellules bactériennes dans un milieu hypotonique pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans un milieu hypotonique, c'est un milieu hypo, ça veut dire hyper, avec une pression osmotique élevée que celle ayant dans la cellule bactérienne. Ça veut dire que l'eau va sortir bien dans un milieu hypertonique. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sortir du milieu intérieur pour passer au milieu extérieur, pour équilibrer le milieu extérieur. Ok? Habituellement, le volume de la cellule bactérienne va diminuer. Ok? Mais alors, donc, si on met les bactéries dans un milieu hypotonique sans l'usosine, donc les bactéries vont rester intactes. Maintenant, les bactéries ne vont pas être changées, peut-être modifiées. Alors, parce qu'ils ont la paroi. Et parmi le rôle de la paroi de ces bactéries, c'est de maintenir la pression osmotique. Ils ne laissent pas passer facilement les éléments entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Mais si on ajoute de l'usosine, ça veut dire si on enlève ou bien on dégrade le plus de glucose, donc les bactéries vont être gonflées et vont s'éclater. Ok. Donc ici on a un milieu hypotonique, mais hypertonique. C'est un milieu hypotonique, معناها أقل تركيز. Ok. Un milieu hypotonique, ça veut dire que l'eau va rentrer à l'intérieur de la cellule bactérienne. Alors, parce que le milieu intérieur est hypertonique par rapport au milieu externe qui est hypotonique. C'est pour ça que les bactéries, avec la présence de l'usosine, vont être gonflées et à certains moments, ils vont être éclatés. Pourquoi elles s'éclatent? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le volume de l'eau qui rentre dans le milieu intérieur. C'est pour ça que les gens ils vont finir par s'éclater. Mais si on met ces bactéries dans un milieu isotonique, donc les bactéries ne vont pas s'éclater parce que il y a un équilibre de la pression osmotique de la part de la cellule bactérienne. Donc ils vont rester intacts. Okay? Mais les bactéries vont prendre une forme sphérique qui est la forme de protoplaste. Okay? Donc, est-ce que vous vous rappelez que les Bacillus subtilis, bien les bacilles sont des bactéries bacilles. Normalement, la forme originaire et originelle de ces bactéries, ce sont des bactéries, comment? Ce sont des bactéries bacilles. Okay? Mais suite à l'effet de l'usosine et suite à la perte de glucose de leur paroi, donc les bactéries vont devenir sphériques. Et cette forme sphérique se nomme protoplaste. Protoplaste, ok? On a constaté aussi que la cellule bactérienne perd toutes ses propriétés antigéniques et aussi n'arrive pas à se diviser. Et si on expose cette cellule bactérienne aux bactériophages, les virus qui infectent les bactéries, donc les bactériophages dans ce cas-là ne vont pas pouvoir se lier avec la cellule bactérienne. Okay? Et on constate que les bactéries, cette bactérie Bacillus subtilis qui est mobile, va perdre cette faculté de mobilité. Alors, parce que probablement les flagelles sont ancrés, bien sont fixés au niveau du glucane. Et suite à la disparition du glucane, même les flagelles vont être disparaître. Okay? Donc ça, les différentes conséquences du traitement de la cellule bactérienne Bacillus subtilis par les lysosines. Okay? Alors, j'attends vos questions par rapport à ce point. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours là?
S'il vous plaît, j'attends vos questions par rapport à l'action de l'usosine sur la bactérie gram positive Bacillus subtilis et la formation de protoplastes. Allez-y. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Donc, je vais passer au mode caméra maintenant. Stop.